Notre jeunesse est en danger. Pour tout bon parent, parfaire l'éducation de son enfant, c'est le rendre autonome, tout en lui évitant les dangers qui les guettent dans la vie de tous les jours. Quand on parle de danger, on pense tout de suite à l'alcool ou à la drogue, mais il n'y a pas que cela. L'évolution a ses revers et nos ados sont frappés de plein fouet. Restez avec nous, nous sommes par la petite causerie de la 2. Bonsoir. Bonsoir à tous, vous êtes à la petite causerie de la 2 et vous faites bien, nous allons passer une belle petite soirée. Nous avons sur notre plateau des personnes investies dans le domaine de l'éducation et de la jeunesse, car il est temps de tirer la sonnette d'alarme. Alors, sur ce plateau, il y a Monsieur Da Draman. Bonsoir, Monsieur Draman. Bonsoir, Laurence. Il est directeur central des études dans un établissement. Tout à fait. Il y a à ses côtés Monsieur Ghislain Yapi, professeur en psychologie en éducation, notre expert du jour. Merci. Il est également écrivain. Oui. Je peux voir ce que c'est là? D'accord, voilà. OK. Il y a Monsieur Dako Dano, directeur régional de la femme, de la famille et de l'enfant du Sud Comoué. Bonsoir, Monsieur Dako Dano. Et puis, Annick Mberi, elle est consultante en management. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas fait un tour dans l'éducation. Vous verrez sur ce plateau qu'elle a quand même quelques connaissances dans le domaine. Alors, on le sait, tout parent veut préserver son enfant de tous les dangers. Mais qu'est-ce qu'on appelle d'abord mauvaise fréquentation? Monsieur Dako Dano qui... Une fréquentation devient mauvaise parce que dans tous les cas, dès que l'homme naît, il grandit, il a des fréquentations. Mais quand ces fréquentations-là impactent négativement sur la vie de l'autre, en ce moment-là, on appelle ça des mauvaises fréquentations. Bon, ça, il a décrit. Il nous a expliqué. Annick, concrètement, mauvaise fréquentation, c'est quoi? La mauvaise fréquentation, c'est lorsque un ami n'arrive pas à te donner des conseils avisés, d'accord, pour t'aider dans ta quête, dans tes recherches de solutions pour ta propre vie. Donc, il donne des solutions qui sont propres à lui, mais ce n'est pas forcément adapté à ta condition de vie. Donc, ça peut être très négatif pour toi si tu l'appliques dans ta vie. Parce que tu n'es pas concerné. N'est pas concerné. Mais ça peut aller plus loin, Monsieur Da? Oui, ça peut aller plus loin. Je pense que le plus loin ici, l'extrême, c'est peut-être la mort. Maintenant, pour parler de mauvaise fréquentation... La mort, s'il t'entraîne dans un braquage, bon... Tout à fait. Et je pense que comme les prédécesseurs l'ont dit, la mauvaise fréquentation, c'est l'influence négative qu'une tierce personne a sur quelqu'un d'autre. Et c'est des choses qui sont aux antipodes de l'éducation que la personne a reçue de sa famille, qui font que cette personne-là dévie, prend une trajectoire qui ne lui crée que des problèmes. C'est facile aussi de dire qu'il a de mauvaises fréquentations. Est-ce que l'enfant même en question n'est pas une mauvaise fréquentation? On peut le dire, si on peut le dire comme ça. Monsieur Dahl l'a bien dit. C'est ce qui est aux antipodes des valeurs. Donc, c'est des questions d'éducation. Oui. Alors, quelqu'un peut... Il peut ne pas avoir intégré les valeurs qu'on lui a transmises. Oui, bien sûr. Dans tous les cas, les mauvaises fréquentations viendront agir sur un enfant quand l'éducation reçue n'est pas vraiment bien assise. Sinon, un enfant qui est bien éduqué, bien élevé, qui a vraiment compris que ce que l'autre fait, mes parents m'ont dit que ce n'est pas bien, il va éviter de suivre la personne. Mais je veux dire, c'est quand ce n'est pas bien ancré naturellement que l'autre viendra pour t'impacter négativement. Merci. Lorsque déjà un enfant n'a pas une bonne fréquentation même pour les autres viendront renforcer. Parce que lui, il croit que ce qu'il fait tellement, c'est juste. Donc, lorsque son ami viendra avec des actions pour renforcer, il va se sentir plus à l'aise. D'accord. M. Yapi, c'est vraiment réel ce danger concernant les mauvaises fréquentations? Oui, je pense que c'est la première leçon préventive que les enfants doivent avoir, parce que l'adolescence est une période où l'amitié est très importante pour lui. Donc il faut nécessairement que l'enfant reçoive tout ce qu'il faut. Parce que dès qu'il y a déjà la mauvaise fréquentation, l'enfant pourra difficilement même honorer ses parents. Je dirais,
accomplir les choses qu'il devrait faire. Donc la fréquentation est très importante pour l'enfant. C'est bien de dire qu'à cet âge-là, l'adolescent est comme une éponge, donc qu'il absorbe tout. Oui. Comment le rendre imperméable à ces mauvaises fréquentations-là? Si on informe l'enfant des choses qu'il ne devrait pas faire, des relations qu'il ne devrait pas avoir, des amis qu'il ne devrait pas fréquenter, qui fréquenter. Et lorsqu'on fréquente soit un sexe opposé, les limites à ne pas franchir, quand l'enfant est informé sur ce genre de choses, nous avons constaté qu'il est plus avisé. Il est susceptible de ne pas toucher à ce qu'il ne devrait pas. Comment le rendre imperméable? Il doit partir à l'école, il doit... Oui, mais il y a la cellule familiale qui vient déjà donner l'éducation de base. On est d'accord. Lorsque maman, papa s'y mettent fortement dans l'éducation d'un enfant, ils vont tisser des amitiés sincères avec l'enfant, vont lui apporter beaucoup d'amour. L'enfant n'a plus forcément à être influencé du dehors parce qu'il sait que papa est une référence, papa est mon influenceur et donc ce que papa ou maman dit est forcément vrai par rapport aux autres. Mais lorsque l'enfant est laissé pour compte, il y a un manque et c'est ce manque-là généralement que les enfants vont chercher dehors. Non, ils vont à l'école aussi. Oui. Ils vont à l'école aussi, donc ils trouvent ça là-bas. Monsieur Dako, donc vous êtes d'accord avec ça? Aujourd'hui, il y a ce que l'éducation au niveau de la famille peut apporter à l'enfant. Mais il y a la rue, sortir de la maison pour arriver à l'école, l'institution école. Mais il y a ce que l'école aussi, à l'intérieur, l'enfant reçoit. Donc, c'est justement en tenant compte de tout un mélange de facteurs-là que l'éducation de base devrait être vraiment fondée sur des valeurs. Et sur les valeurs religieuses, notamment. Parce qu'en réalité, quand un enfant n'a pas de pied quelque part, quand il navigue à vue, c'est comme un nénuphar. Il n'est pas solide. Donc, tout ce qu'il vient, il est susceptible d'apprendre cela, de prendre cela comme vrai. Alors que, comme elle a dit tout à l'heure, quand ces fondamentaux-là sont vraiment bien enracinés, cet enfant-là a la possibilité d'amortir ses chocs. C'est-à-dire, il peut savoir, par exemple, que aller prendre quelque chose qui ne m'appartient pas, ce n'est pas bon. Parce qu'à la maison, on le lui a dit. D'accord. Et on a insisté et on lui a présenté en quoi est-ce que ce n'est pas bon. Mais si à la maison, déjà ça, il n'a pas appris cela, quand il est dehors, quand on le dit, on va voler poulet, et il ne sait pas que ce n'est pas bon. Donc pour lui, c'est la continuité. Donc c'est les fondamentaux à la maison. Parce qu'on sait bien sûr qu'il y a la famille qui va venir, il y a la rue, il y a le dehors qui va venir influencer, qui va venir les secouer. Donc il faut qu'il soit capable d'amortir. Il faut qu'il soit résilient. D'accord. Monsieur Da, est-ce que vous pensez qu'au niveau de l'école, on peut gérer cette situation de mauvaise fréquentation-là? Parce qu'il y en a à l'école. Oui, on peut gérer ce genre de questions parce qu'en fait, l'école n'est pratiquement qu'un relais de la famille. Parce que ce n'est pas l'école qui éduque en réalité. L'école, c'est l'instruction. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand on parle d'école, il y a aussi des valeurs qui sont propres à l'école. Il y a aussi des règlements, il y a aussi des codes qui sont propres à chaque école. Et ces codes sont édictés de sorte que tous les apprenants, chacun ait sa place dans l'école. Donc l'objectif de l'école, si vous voulez, quelque part, c'est vrai que c'est de donner l'instruction aux enfants, mais quelque part, c'est de préserver une forme de coexistence pacifique qui puisse permettre que les apprentissages puissent se dérouler dans les bonnes conditions. Donc l'école qui ne prend pas en compte cette dimension-là de l'être humain, je pense que cette école va avoir des difficultés. Et ce que je voudrais peut-être dire pour terminer, c'est que si vous êtes dans une école, vous ne pouvez pas empêcher que des élèves aient forcément de la fréquentation. Parce que quoi qu'on dise, l'école, c'est un peu, si vous voulez, la société en miniature. Il y a un peu de tout à l'école. Donc ça va demander que tous ceux qui sont parties prenantes, depuis l'éducateur jusqu'au sommet, la direction, tout le monde doit avoir les yeux ouverts et prendre en compte cette dimension dont j'ai parlé, en mettant même souvent en place des mécanismes d'écoute des élèves. Parce qu'il ne suffit pas simplement de donner l'instruction, mais les à côté, c'est important. Il faut qu'il y ait des cellules d'écoute. Or, c'est clair que le ministère ne pourra pas forcément mettre dans tous les établissements de Côte d'Ivoire des psychologues, des encadreurs, mais chaque école a le devoir... Ça coûte cher, ça. Ça coûte cher. Mais je veux dire, l'école même déjà, ne serait-ce qu'avoir des gens, ils peuvent être enseignants ou éducateurs, pour écouter les enfants, pour être proche des enfants, pour savoir ce que les enfants vivent, ça peut beaucoup aider. Oui, ça peut aider. Vous êtes d'accord avec ça, M. Nyapi? Oui, tout à fait. Nous avons entretenu plusieurs orphelins. D'accord. Ils n'ont pas de famille.
qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de foyer, mais à qui nous donnons des leçons qui leur permettent, n'est-ce pas, d'éviter un certain nombre de choses. Donc, ce n'est pas que la famille, c'est surtout l'échange que nous devons avoir avec l'enfant. Et il y a la clé. L'éducation a des responsabilités partagées. Cependant, il y a la clé de l'éducation. C'est l'autorité parentale. Et cette autorité parentale n'est pas seulement liée aux parents, mais à l'adulte en qui l'enfant a le plus confiance. Dès que l'enfant... Pas forcément le parent. Pas forcément le parent. Donc, s'il y a une personne en qui l'enfant a le plus confiance, cette personne peut influer sur l'éducation de l'enfant, et positivement, pour lui donner les leçons préventives, comme je viens de le dire, pour éviter les mauvaises fréquentations. C'est-à-dire, qui fréquenter et éviter celui qu'on ne doit pas fréquenter. D'accord. Monsieur Yapi est dans la prévention. Sur la question des mauvaises fréquentations, l'école, dans son observation, vous voyez, à la rentrée, on a tous les élèves qui viennent, on les prend tous. Mais dans l'observation, c'est pour ça que les éducateurs et les surveillants généraux sont très importants dans le système. Parce qu'ils voient à l'entrée déjà au portail, comment l'enfant, les élèves se comportent un peu. Et eux, déjà, ils vont observer dans les classes, parce qu'il y a les éducateurs de niveau, d'accord? Et il y a les professeurs également de niveau. Donc, toutes ces personnes-là sont bien indiquées pour observer et, je veux dire, indiquer à la direction quelle est l'influence d'un tel ou tel enfant sur ses autres amis. Ça permet d'interpeller et les parents, d'interpeller et les étudiants pour anticiper déjà sur les problématiques qui vont se présenter à nous d'ici peu. Parce que les parents se surprennent souvent à mon enfant, parce qu'il a un certain nombre de comportements à la maison et un autre comportement à l'école. Donc le parent se surprend toujours à dire non, c'est pas possible. Bon, justement, parlons, on se dit qu'à la maison, il n'y a pas de danger. Quand on parle de tabac ou d'alcool, ça peut venir de la maison. Oui. Monsieur Dacos? Exactement. Mais le problème, c'est que l'enfant ne va pas le faire à la maison, comme elle dit. Oui. C'est pour cela qu'elle a aussi dit également que l'enfant, les parents sont les premiers modèles des enfants au niveau de la maison. Donc un père qui fume, ce n'est pas un modèle? Donc ce n'est pas un modèle. C'est-à-dire, quand un papa fume, tu seras mal placé pour dire à l'enfant qu'on ne fume pas. C'est de la même... Tu peux dire, moi je suis adulte, toi non, tu ne peux pas le faire. C'est-à-dire que tu ne peux pas le faire. Même si tu le fais, tu as flirté sur quoi? Sur la santé ou sur quoi? Moi, je suis adulte, donc je peux fumer, je peux mourir. Monsieur Dacos, ce n'est pas moi. Non, bon, je veux dire, c'est vraiment qu'on ait un modèle. Oui. Pour que le message passe, il faut faire, il faut dire ce que tu fais. C'est ça. Il faut dire à l'enfant ce que tu fais. Il ne faut pas dire on ne vole pas. Pourtant, la veille, tu étais pourchassé. Dans le quartier. Dans le quartier, tu es rentré à la maison et puis tu as dit aux enfants, dites que je ne suis pas là. Et quand tu reviens demain, on ne faut pas voler, mais tu n'es pas crédible. Pas crédible. Tu n'es pas crédible. Donc c'est pour cela que le parent doit être transparent en toutes choses. D'accord. Voilà, il doit être transparent. Annick? Je suis d'accord. Le problème de tabac, parce que ça mène aussi ça mène, enfin, oui, ça peut, parce que, comme il a dit, l'enfant, il fume parce qu'il a vu quelqu'un fumer. D'accord? Donc, à la maison, papa dit, ah, va m'acheter une cigarette. Donc, lui, il profite. D'accord? Mon papa m'a envoyé, je suis obéissant. Donc, quand j'arrive chez le boutiquier, au lieu d'une cigarette, je prends 2 cigarettes. Souvent, mais je mets crédit sur mon papa. Pour pas lui donner 2 cigarettes, je finis une cigarette et puis j'envoie. Ça, c'est pas mal, ça. Oui, on a eu des cas comme ça. Et donc, tu envoies l'enfant faire quelque chose qui n'est pas bien, il va copier et il est à l'aise. Et un jour, il va te jeter à la figure pour dire, ça vient de toi. C'est parce que je t'ai vu fumer et que voilà, tu es en pleine santé. Souvent, ça te calme les nerfs, que moi aussi, j'ai adopté cette attitude. Donc, on ensemble. C'est bien dommage, ça. Ouais. Monsieur Da? Je suis parfaitement d'accord et je pense que c'est ce qu'on appelle l'éducation par l'exemple. Ce que vous demandez à l'enfant, il faut lui montrer que vous faites peut-être mieux que ça. C'est quand même un danger, quand même. Pour l'enfant, bon, c'est vrai que pour l'adulte, déjà, c'est un danger. Mais pour l'enfant, c'est encore plus grave. Oui, mais forcément. Je comprends ça. C'est pour ça que je dis qu'en fait, la famille, la maison même, est, si vous voulez, une école de formation. D'accord. Voilà, ça veut dire qu'à la maison, les enseignants sont les parents et les élèves sont les enfants. Mais quelque part, même les parents pourraient devenir des élèves aussi. Ah oui? Oui,
puisqu'on apprend toujours, on apprend aussi avec nos enfants. Parce qu'il y a le domaine de la psychologie aussi à la maison. Et les enfants, ils apprennent des choses souvent aussi positives qu'ils peuvent ramener à la maison. Mais comme on le dit, une famille, c'est forcément le père et la mère d'abord. Et je pense que si le bon Dieu a voulu que ce soit par ce biais-là que des enfants viennent, c'est parce que chacun a un rôle à jouer. C'est à chacun d'assumer son rôle qui est de faire grandir la personne qu'on nous a confiée exactement. C'est ça la dans les meilleures conditions, de leur inculquer des valeurs morales et spirituelles et religieuses, comme il l'a dit, parce que l'un ne va pas sans l'autre. De sorte que quand la personne sort, parce que l'extérieur est souvent source de danger et d'agression. C'est vrai que le danger peut venir de dedans aussi, mais il faut que l'enfant soit blindé psychologiquement. Ce que je voudrais peut-être dire, même si on veut extrapoler, vous allez voir que on s'occupe beaucoup plus du physique, de ce qu'on voit, mais on ne s'occupe pas de ce qu'on ne voit pas. Parce que l'enfant n'est pas fait simplement, je vais dire, de chair. Il y a le côté psychologique, il y a le côté spirituel. C'est des éléments sur lesquels la famille doit aussi travailler. Parce que pour que quelqu'un soit complet à 100%, il faut que toutes ces valeurs-là puissent s'imbriquer les unes dans les autres. D'accord. Monsieur Yapi, le tabac, la drogue... Oui. Ça ne vient pas toujours de cette famille? En fait, l'exemplarité est démise dans l'éducation de l'enfant. D'accord. Cependant, les parents... Voici pourquoi on parle de précocité. Les parents peuvent fumer, par exemple, et avoir une autorité éducative sur l'enfant. C'est-à-dire, je fume, je suis ton père, mais je te dis à toi, l'adolescent, de ne pas toucher. Et c'est pourquoi je disais que la clé de l'éducation, c'est... La prévention? L'autorité parentale. L'autorité parentale, d'accord. Parce que vous savez, aujourd'hui, je peux vous vous dites dire... autorité, comme ça, on dirait c'est que... Non, l'autorité parentale, ce n'est pas exercer de la dictature sur l'enfant. D'accord. Mais c'est plutôt avoir le pouvoir que Dieu a donné aux parents sur l'enfant. Parce que ça existe. Et je pense que, quel que soit l'aspect qui voudra apporter une éducation à l'enfant, il doit toujours impliquer les parents de l'enfant. Quand il s'agira d'un orphelin, il y a toujours une personne qui exerce cette autorité sur l'enfant. Voici pourquoi, je répète, l'exemplarité est démise. Cependant, les parents qui pratiquent un certain nombre de choses peuvent éduquer vraiment de manière extraordinaire leurs enfants. Juste... Reconnaissez déjà qu'ils peuvent eux-mêmes plonger leur enfant dans ces oui, mais que ce soit la cigarette ou l'alcool d'ailleurs. Ça, ce sont des exceptions. Il y a des parents vraiment qui ne sont pas responsables. Ça, il faut le dire. Wow. Cependant, la famille est toujours le lieu le plus sécurisé de l'enfant. C'est très important. Oui, par rapport à l'extérieur. Mais l'enfant copie plus l'extérieur que l'intérieur. Et il copie plus les mauvaises, je veux dire, les fréquentations que ses propres parents. Ça, c'est par manque d'autorité? Lorsque l'enfant vraiment reçoit l'éducation qu'il faut de ses parents et que les parents exercent l'autorité sur l'enfant, je veux dire l'autorité parentale, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que l'enfant donnera tout ce qu'il a ou tout ce qu'il fait à ses parents. Les parents pourront savoir, par exemple, les fréquentations de l'enfant. L'enfant sera ouvert envers sa mère ou avec son père. L'enfant sera transparent. Il aura une communication, parce que c'est là le problème. Lorsqu'il y a un fossé communicationnel entre les parents et l'enfant, il n'y a plus d'éducation. Et donc, quand ces choses sont résolues, je vous assure que la famille va de bon train et puis l'enfant est très bien éduqué. Il n'y a pas de tabac, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de drogue. Non, en fait, comme je l'ai dit, le père peut boire, le père peut fumer. Ce n'est pas un exemple, comme je viens de le dire. Mais je veux dire que ces facteurs-là ne sont pas sujets d'éducation pour l'enfant. Parce que si même le père est, excusez-moi, ivrogne, mais qui réussit à avoir l'autorité parentale sur son enfant, il éduque bien son enfant, il dira à son enfant, moi je suis comme ça, mais tu ne dois pas faire comme moi. Tu dois pas... Oui. Et c'est en ce moment-là que j'ai un problème avec cet rapport. Non, ce que je dis, on ne peut pas éduquer les parents. Ce que je suis en train de vous dire. C'est un peu compliqué ce qu'il a dit. Non, ce que je vous dis, on ne peut pas éduquer les parents. Mais si le père est en griffe, addict de ce fléau-là, mais nous voulons qu'il en sorte. Je suis en train de parler de l'enfant qui a son père qui est alcoolique. C'est ça. Est-ce qu'on va dire ce n'est plus ton père?
Non. Moi, ce que je veux que vous reconnaissiez, Ce que nous dit. c'est que dans ce cas-là, le père même est un Il danger. peut influencer. Oui, Donc l'enfant n'est pas toujours en sécurité C'est ça. dans la famille. Il y a aussi plein d'enfants de la rue qui ont fui. Parce qu'il Tout à fait. Il y a aussi l'environnement. Hein. Ce n'est pas forcément fait. que l'alcool. Il y a l'environnement qui est très malsain à la maison. Papa rentre les neveux, maman rentre, c'est impossible. Oui. Le grand frère rentre, c'est inacceptable. On a eu des exemples pratiques. On fait des camps avec des jeunes. Et lorsqu'ils sont à la gare devant le camp, ils sont en extase. Et quand tu demandes, je sais que vos parents vont vous manquer, ils disent, les parents ennuient comme ça là. Non, madame, c'est pas pour maintenant là. Tu vois, ils se Ça, disent... c'est les enfants ennuyés, ça. Ils se disent qu'à la maison, si un enfant dit son parent ennuie, à la maison, c'est qu'il y a quelque chose. Peut-être que c'est trop strict. Voilà, ça peut être trop strict pour lui, il n'arrive pas à accepter. Maintenant, comment, en tant que parent, faire que l'environnement à la maison soit un peu plus favorable à l'éducation de l'enfant, à ce que l'enfant accepte certaines choses qu'il voit dehors qui n'est pas forcément bien pour lui. D'accord. Donc, revenons sur l'histoire d'alcool. Pour moi, c'est vraiment... D'alcoolique, papa alcoolique. Voilà, pour moi, pour éduquer comme il faut être toi-même crédible. Pour moi, c'est important. Alors, parce que quand quelqu'un est ivrogne, ça va avec la violence. Il n'y a pas quelqu'un qui est ivrogne, qui est doux. Il sera Il y en a quand ils sont saoulés, ils dorment. Hein, oui, mais quand tu touches, quand tu dors, tu es en train de faire, tu es dans ton troisième sommeil là-bas, si quelqu'un te touche, ça va devenir palabre. Un ivrogne, ça va avec la violence. Dans la plupart des cas. Ça va développer d'autres vulnérabilités autour. C'est pour ça que pour que tu puisses faire passer tel message, il faut que tu sois crédible. Oui. On ne peut pas dire à un parent de ne pas boire un vin à la maison, à table. Il faut être responsable. Oui. Donc, quand tu me dis, moi je suis adulte, je fume, et toi il ne faut pas fumer, mais l'enfant peut dire, mais tu n'as pas fumé adulte. Tu as commencé jeune. Tu as commencé jeune. Moi j'ai 19 ans, et mes autres ils ont 19 ans, ils fument. Alors que si tu dis l'alcool, je dis le tabac, c'est pas bon. C'est pas bon, faut dire ça rend malade et tout. En ce moment-là, c'est sa santé que tu mets au devant, il va comprendre que ça ne se fait pas. Et pour ne pas qu'il comprenne, pour moi, pour qu'il comprenne ça, c'est de ne pas le faire toi-même. Il ne faut pas que tu le fasses. Faire des efforts. Voilà, faire des efforts pour le faire. Pour ne pas... C'est ça. Oui. Parce que c'est pour ça aussi que... Tu as la responsabilité du parent. C'est la responsabilité. Parce que moi, mon petit garçon que j'ai, il a 9 ans, mais je suis son modèle. C'est tout. Je suis son modèle. Je lui dis, quand je porte une chaussure, il veut porter la même chose. Si. Donc, si tu fumes, il va fumer. Si j'ai une cigarette comme ça, il va dire, mais c'est beau à voir. Il va attraper la même chose. Même si ce n'est pas devant moi, dès qu'il va, le faire. Il va le faire. Donc c'est pour ça que pour délicat, moi, c'est vraiment important. Pour que je sois crédible, je fais les efforts pour faire ce que j'ai dit à l'enfant de faire. D'accord. Donc vraiment, pour éviter ce danger-là, il faut être un parent exemplaire. Voilà. Je pense c'est vrai qu'on est adulte, on peut faire des choses, mais une fois que tu as fait quelque chose que tu estimes que ce n'est pas bien, il faut que tu expliques à l'enfant quel est le contexte, qu'est-ce qui fait que tu l'as fait, et tu fais un effort pour ne plus le faire. D'accord. D'abandonner. On parlait des dangers qui guettent la jeunesse. La drogue n'est pas loin. Oui, mais ça fait partie des éléments aujourd'hui. Hein. La drogue, l'alcool, mais il y a d'autres, comme vous l'avez dit. Ça va avec l'évolution et avec Internet aussi. La drogue, c'est vraiment... Il faut en parler parce que... Oui. On se dit... L'école est peut-être indiquée, mais aux abords des écoles ou dans les écoles... Même à l'intérieur. Oui, tout à fait. En fait, la difficulté avec cette problématique, c'est que c'est des choses qu'on trouve bon marché. Ah, d'accord. Oui, mais je vais dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est drogue, alcool et sexe et tout ce que vous pouvez imaginer, c'est très moins cher et c'est accessible. Oui. D'accord. Donc, de ce point de vue-là, c'est facile d'entraîner les enfants. C'est ça. Ah ouais. Et comme les gens usent de stratégies, parce qu'autant ils sont combattus, je vais dire, par les autorités compétentes et tout, mais les gens continuent de réfléchir pour contourner le système. Comment faire pour écouler, par exemple, la drogue? Même leurs produits améliorés. Tout à fait, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a des systèmes aujourd'hui par le biais de biscuits, de bonbons, de certaines sucreries et tout ça, pour que les gens ne sentent même pas que c'est de la drogue qu'ils utilisent. Et quand vous ramenez ça à une certaine échelle, vous allez voir que souvent, comme elle avait dit, dans l'observance ou dans l'observation des élèves, vous allez voir que certains sont beaucoup agités. Et quand vous observez, vous sentez qu'il y a forcément quelque chose qui est caché derrière cette agitation. Et quand vous fouillez, vous allez en profondeur, vous vous rendez compte que l'enfant est accro ou addict à quelque chose, à une substance qui fait qu'il est toujours en extase, il est éveillé, il a la bougeotte. Ah,
il est peut-être content de ne pas être à la maison. Bon, c'est peut-être possible, il y a une certaine forme de liberté qu'on a à l'extérieur. Donc, on en rit peut-être, mais je veux dire qu'aujourd'hui, le fléau de la drogue est en train de gangréner notre système. Et si on ne fait pas attention, je pense que dans quelques années, avec ce qu'on a pu voir ici et là, souvent sur les réseaux sociaux, voilà, avec un certain nombre de prises, ça va devenir beaucoup compliqué. Que ça. Voilà. Monsieur Dako Dano, comment on fait pour détecter ou comment... Mais déjà pour un enfant qui consomme la drogue, le comportement va forcément changer. Il peut dormir en classe. À la maison, c'est à nous parents de vérifier tout ça. Parce que c'est pour ça qu'un parent doit être vraiment comme le feu qui fait cuire la nourriture mais qui ne s'y retrouve pas. Il faut qu'on ait l'habitude de fouiller nos enfants à leur absence. D'accord. C'est important. Un enfant, c'est un enfant. Quand tu vas fouiller de temps en temps dans ces cathares, parce qu'un crime n'est jamais parfait. Donc l'enfant va peut-être trouver, tu vas peut-être trouver des bûchets d'allumettes, tu vas peut-être trouver des mégots de cigarettes, un petit briquet, et tout ça, c'est des éléments qui doivent attirer ton attention pour que tu puisses le convoquer, pour que vous en parliez. Sinon, quand on pense que l'enfant, parce qu'à la maison, l'enfant peut avoir, si à la maison le comportement, l'enfant est exemplaire, ça peut être dû au fait que l'enfant ne peut pas se confier, l'enfant, il n'y a pas la discussion, donc quand il vient, il est assis là, mais que tout va bien, il bouillonne. Dès qu'il sort, c'est une autre personne, elle a dit tout à l'heure. Donc il faut mélanger les deux. On dit que l'éducation, ça se fait dans une main de fer, dans un gant de velours. Donc il y a des moments où il faut taper sur la table, mais en même temps, il faut apaiser les choses. Ah oui, d'accord. Il faut poser les choses, mais moi, je fouille. D'accord. C'est pas mauvais. Au moment où l'enfant te l'a envoyé... Il a parlé tout à l'heure, M. Da a parlé de la stratégie. Les dealers, ils ont des stratégies. Et donc, les enfants aussi ont des stratégies pour utiliser la drogue, pour ne même pas que les parents sentent. Parce qu'ils ont des drogues qui font 15 minutes d'effet. On ne peut même pas savoir. 45 minutes, ça va, les drogues mineures vont jusqu'à 2 heures de temps. Attendez, expliquez-moi. 15, ça veut dire quoi, 15 minutes? Ils sont drogués pendant 15 minutes? Oui, c'est-à-dire qu'ils sont sur l'effet. Ah, pendant 15 minutes? 15 minutes, et puis ça passe. C'est-à-dire que pendant les 15 minutes, s'il a quelque chose à faire, il fait sans prendre conscience forcément qu'il est en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Il y a aussi des 20 minutes, 45 minutes. Et là, c'est dans les communications avec les étudiants, les élèves qu'on a toutes ces informations. Comment on fait ça pour Mais ils ont les techniques, ils savent. S'en rendre compte, je veux dire. Oui, mais c'est dans la communication. En tant qu'éducateur, il ne va pas dire à son papa... Non, c'est dans l'observation. D'accord. D'accord. Quand on voit l'enfant déjà, les éducateurs fouillent un peu, qui sont déjà des amis avec les étudiants ou des élèves. Oui, d'accord. Qui leur dit, ah, mon gars et tout, viens, voici ce que je fais. Donc l'éducateur, lui, il s'intègre, il s'insère dans leur milieu et il va détecter, il va les choper sur l'action. Il y a aussi leur comportement à la maison. Déjà, quand un enfant prend de la drogue, en tant qu'un parent, l'odorat de l'enfant, quand il rentre, il y a quelque chose qui va te dire que ton odorat n'est pas ça. Moi, j'ai l'habitude de... Vraiment, désolé, mais j'ai l'habitude de sentir... il va prendre une douche et puis il va se faire que tu vas le sentir. C'est pour ça que souvent, c'est bien de venir avant l'heure. D'accord. Il y a des fois où, quand un parent vient avant l'enfant, permet de détecter et, comme il a dit, fouiller aussi, parler avec l'enfant, parce que l'enfant part, tu sais déjà que... Déjà. Il va dire, non, c'est la cigarette et tout. Déjà, la cigarette, c'est interdit. Et... par rapport à son agitation, la coloration de ses yeux, tu peux dire qu'il prend de la drogue. Et il y a aussi, les parents doivent aussi aller à l'information. Toutes ces informations-là sont aujourd'hui à la disposition des parents. On ne fouille pas beaucoup. Hein? D'accord, on est sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas ce qu'on recherche là-bas. Mais ce sont ces genres d'informations qu'il faut aller rechercher pour comprendre un peu quels sont ces éléments-là. Parce qu'aujourd'hui, on dit danger, mais moi, je parlerais plutôt de défis. Ils sont face à des défis qu'ils doivent surmonter, des défis générationnels qu'ils doivent surmonter aujourd'hui. On doit s'impliquer, on doit aller avec eux dans l'information. Lorsqu'il dit A, tu dis O. Il dit, ah, mais papa, il est informé, maman est informée. Donc, c'est vraiment une question de formation des parents. Oui, les parents doivent savoir un certain nombre de choses, mais les parents doivent discuter beaucoup avec les enfants. Non, les livres des parents dedans, non? Oui, j'ai un livre éducatif, vraiment adressé aux parents. Mais dans ce livre, je donne des stratégies de dernière génération. Parce que vous savez, on ne peut pas faire la police à l'enfant. D'accord. Il faut parler à l'enfant.
Il faut faire confiance à l'enfant. Et vous savez, lorsque nous sommes amis à l'enfant, l'enfant se confie. Affaire d'amitié d'enfant, là, vraiment. L'enfant se confie. Et surtout les ados. Bon, les pré-ados, c'est plus facile. Lorsqu'ils sont ados, il faut vraiment discuter sérieusement avec eux. D'accord. Et vous avez remarqué, je suis très constant dans mes dits, surtout par rapport à la prévention. D'accord. Parce que c'est ce qu'il y a de mieux. C'est comme ça, 95%, ça marche mieux, quoi. oui, ça marche mieux. 95% d'enfants que nous avons explorés pendant 1 an, on a découvert que la prévention était la meilleure arme. Donc, on impliquait les parents dans... Donc, il faut leur parler de tout. Il faut leur parler de tout, de la sexualité. Pas pratiquer, mais la sexualité, les dépendances, les substances, l'alcool, la cigarette, le tabac et toute autre chose. Il faut que les enfants soient informés réellement des dangers qu'ils courent en consommant ces substances-là. Quand ils sont informés, quelle que soit la personne qui consomme auprès d'eux, ils savent quoi faire. D'accord. Justement, on va parler d'une autre catégorie de danger en rapport avec le sexe. C'est pornographie, rapport sexuel précoce. C'est réel, ça? Pourquoi tu fermes les yeux, Annick? C'est énorme. Imagine. C'est énorme parce que C'est réel. c'est réel. Aujourd'hui, nos enfants, Une la sexualité précoce. technologie qui est là. On a les films qui passent même sur nos antennes. Il y a certains épisodes, C'est pas chez nous. des films qui ne sont pas bien saignants pour les enfants. D'accord. Ça dérange même lorsque en tant que parent, tu veux avoir une petite soirée avec les enfants, en train de, tu as de la peine même à trouver un film où il n'y a pas assez de, Oh. D'accord. d'accord, de sexualité. Bon. Donc, papa, maman vont se couvrir la tête et autres. Mais là n'est pas la question parce que ce soit à l'école, sur leur smartphone, ils ont les informations. Ah. Donc, autant parler sans tabou et expliquer les conséquences, Surtout. surtout à nos jeunes filles. D'accord. Nos petits garçons pour Monsieur Dako, qui fassent attention. attention. Monsieur Dako Dano, on doit parler de sexe aux enfants aussi. On est toujours dans la prévention, c'est ça? Parce que c'est quand même un danger. Masturbation, rapport sexuel précoce, Oui. pornographie. Il faut leur On a parler. vu des enfants qui se filmaient en train d'avoir des rapports. Oui, mais il faut leur parler. Dans tous les cas, les mutations qui se passent dans leur corps, là, va les amener à ça forcément. D'accord. Voilà, dans tous les cas, quand tu es un enfant, quand tu vas devenir adolescent, tu n'es plus la même personne que quand tu étais enfant. Donc, à l'intérieur de toi, il y a des mutations qui se font, il y a des violences qui se font en interne, et ça aboutit. Donc, naturellement, comme ils l'ont dit, ce qui peut éviter qu'il y ait beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de danger, c'est vraiment la discussion. C'est vraiment l'information. C'est Mais en vraiment... quoi, je vais poser la question directement, en quoi la masturbation peut être un danger pour un enfant? Bon, mais on peut devenir addict à ça déjà. Il y a une addiction. Et tout ce qui est addiction conduit au danger. Non, mais c'est l'apprentissage pour arriver à la vie sexuelle normale. Ça, c'est un mauvais apprentissage. On va dire ça comme ça. On n'apprend pas tout. Mais c'est... Ah ben, vous Et puis aujourd'hui, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on on constate avec ce que les enfants font, avec les questions de tontine sexuelle et tout ça. Ils sont en avance, hein? Ils sont en avance. Et quand on ne peut pas... Nous, on doit, comme il a dit, on doit se former. Parce que c'est dynamique, le monde est dynamique. Se former pour apprendre tontine sexuelle aussi? Non, je veux dire, est-ce que... quand on regarde combien d'années en arrière, qui pouvait imaginer cela? Donc aujourd'hui, si les enfants imaginent cela, ça veut dire qu'il faut aller un peu plus vite qu'eux, ou bien il faut les suivre au moins pour que tu puisses trouver l'alternative pour leur parler. Oui. Parce que s'ils peuvent imaginer, ils appellent ça l'ouérésie. C'est-à-dire que dans l'école à côté, il y a une maison, l'ouérésie. Ils prennent une résidence. Les résidences. Voilà, les résidences. Donc l'école est à côté, il y a des grosses villas où le propriétaire n'est pas là, c'est juste un gardien qui est là. Le gardien, on vient, on lui fait les cadeaux et tout ça, c'est cette maison qui devient une résidence où il se retrouve. Où se retrouve, il paye l'alcool, il paye la drogue, et puis les jeunes filles préparent ou bien font des petites choses, et puis le gardien est là, assis là. Un mini foyer. Et puis ils font tout ce qu'ils veulent, ils se filment et tout ça. Il n'y en avait pas il y a 20 ans, 30 ans en arrière. Non. Donc aujourd'hui, s'il y a ces réalités, nous, parents, nous devons nous dire, mais tiens, il faut qu'on se mette à jour, il faut qu'on se forme, pour qu'on puisse parler, on puisse avoir les éléments de langage qu'il nous faut, parce que ce n'est pas forcément... C'est dangereux, hein, Monsieur Da? Oui. Masturbation, tontine sexuelle... Ça fait beaucoup et ça fait peur. Mais je pense que être parent, c'est
c'est quelque part une forme de responsabilité. Je veux dire quoi? L'enfant n'a pas demandé à venir. Je pense que si vous décidez d'avoir un enfant, c'est parce que vous estimez que vous avez les armes, les codes, les éléments qu'il faut pour l'éduquer, pour l'élever. Bon. Je suppose. Parce que si vous n'avez pas les éléments... Je vous laisse supposer. Sinon, oui, vraiment... je suppose que si vous n'avez pas les éléments, si vous n'avez pas les codes, si vous n'avez pas les moyens d'éduquer un enfant, ça ne sert à rien de faire un enfant. Parce que si vous faites un enfant, alors que vous n'avez pas les capacités, les moyens, tout ce qu'on a cité, pour le prendre en charge, pour être responsable de lui, je me demande, mais pourquoi est-ce que vous avez des enfants? Parce que la responsabilité, elle est tellement grande. Vous avez vu, quand ils ont parlé, il faut qu'on aille, nous aussi, à l'école de ces enfants-là. Il faut qu'on comprenne la psychologie des enfants. Il faut qu'on comprenne leur monde. Et ça va tellement vite, comme il a dit, il faut qu'il y ait une mise à jour. Et je pense que si vous voulez prendre en compte cette dimension-là, mais l'enfant, ce n'est pas n'importe quoi. Voilà pourquoi quelqu'un a pu dire que si vous éduquez votre enfant comme un caillou, vous êtes sûr qu'à la longue, vous aurez de l'or. Ah oui. Si vous éduquez votre enfant comme de l'or, à la fin, vous aurez un caillou dont vous aurez du mal à vous débarrasser. Donc, ce que je voudrais dire pour me résumer, on ne fait pas un enfant pour le plaisir de faire un enfant. L'enfant, c'est une responsabilité. L'enfant, c'est un engagement, c'est un investissement physique, personnel, financier, etc., etc., qui demande tellement de choses que ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas un jeu. D'accord. Voilà. On revient sur les... On est en train de parler des dangers qui guettent la jeunesse. Monsieur Yapi, donc, la masturbation, porno... Ouf. Bon, je pense qu'il faut quand même qu'on soit équilibré dans l'éducation. Oui. Aujourd'hui, la société elle-même éduque les enfants. Oui. C'est-à-dire, papa et maman sont là, tout seuls. mais la société éduque les enfants. Voici pourquoi je disais qu'il faut beaucoup parler à l'enfant. Il faut échanger avec l'enfant. Il faut lui dire la vérité. C'est vraiment, vraiment dangereux pour eux. Bien qu'il ne soit pas responsable, mais il faut l'amener à être responsable dans ses actes qu'il va poser. D'accord. C'est cela. Parce que l'adolescent, comme j'ai été, comme nous avons été, veut à un moment donné être responsable. Bon. Non, je vérifie pour voir si vous l'étiez toujours. En fait, je voudrais juste dire quelque chose, juste me concernant. Ma mère m'a eu quand elle a pris ma grossesse, quand elle avait 15 ans. Ah. Et elle m'a mise au monde à 16 ans. D'accord. Et depuis lors, elle n'a plus été à l'école. Oui. Oui. Je suis l'enfant, pas désiré, mais qui est né dans des circonstances très particulières. Et le papa était là? Oui. Mais vous savez, aujourd'hui, j'ai été adolescent. J'ai traversé un moment très difficile. Je n'ai pas vécu dans un foyer comme plusieurs personnes aujourd'hui. Mais vous savez, moi je peux dire que c'est la grâce de Dieu. Mais je souhaite qu'aujourd'hui, mon challenge, c'est éviter. C'est de permettre aux jeunes d'éviter les dangers qui sont liés à cette difficulté. Les dangers que vous avez goûtés? Ouais, quand nous sommes jeunes, quand nous sommes ados, la leçon, comme je disais tout à l'heure, les mauvaises fréquentations peuvent détruire notre destinée, détruire notre vie, détruire notre avenir. Tout est vraiment imbriqué, tout est lié. Hein. Parce que l'enfant qui fume, par exemple, la drogue, que nous venons de dire, ou la masturbation ou autre, je vous assure que ça ne tombe pas du ciel. Hein. C'est toujours un de ses amis qui lui a donné cette inspiration. Donc, en même temps, s'il le drogue et puis il lui fait faire des bêtises, bon. À l'époque, nous faisons des choses sans conviction. Hein. On le fait juste, et tous les ados. L'effet de groupe? Oui, non. Je fais quelque chose parce que mon ami le fait. Oui, c'est ça. Et je le fais sans conviction. Et même tous les ados sont dans cette logique-là. Hein. Tous les ados sont dans cette logique. Donc, c'est pourquoi tout à l'heure, j'étais en train de dire, je n'étais pas contre le fait qu'il y a cette forme d'exemplarité au niveau des parents. Oui, mais il faut dire que les amis sont, les amis sont plus influents que les parents. Oui, parfois. Non, l'ado, pour un adolescent, il écoute plus son ami que ses parents. Oh, parfois. Et c'est le parent qui doit lui dire, non, je suis ton père, je reste ton père jusqu'à ta mort. Mais sinon, quand il est ado, il a l'impression que son ami a plus de pouvoir que ses parents. C'est pas un besoin de
De s'intégrer, de vouloir s'intégrer oui, dans la société. Dans le groupe. Parce qu'à l'école, si c'est des groupes, c'est des clans, s'il est seul dans son coin, bon, il va faire tout ce que les autres font. Tout à l'heure, on parlait des valeurs. Oui. Si l'enfant n'a pas de valeurs, même à la maison, s'il n'y a pas de certaines pratiques... Mais s'il y a des valeurs que il se retrouve seul dans la cour de l'école. Il faut que l'enfant se reconnaisse. C'est comme dans les entreprises. Il faut que l'enfant se reconnaisse dans ces valeurs-là. On parle des enfants, hein? Mais je n'ai pas des enfants. Il y a des valeurs à la maison qu'on essaie de distiller aux enfants. D'accord? Au niveau de la religion, du respect des adultes, certains nombres d'éviter de faire certaines pratiques, la manière de parler même à une personne. Ce sont des valeurs, le fait de ne pas prendre des choses qui ne nous appartiennent pas, ce sont des valeurs qu'on inculque au fur et à mesure. Il faut bien expliquer le bien fondé de ces choses et présenter les risques à l'enfant. D'accord, donc on est bien d'accord que... Devant la situation, quand une situation arrive, il ne faudrait pas qu'en tant que parent, on couvre rapidement l'enfant pour dire « ce n'est pas mon enfant que mon enfant ne peut pas être capable de faire ça. » Mais il faut pouvoir prendre du recul et dire « attention, s'il a été alerté ou bien même on m'a indexé, ça veut dire quelque part il est passé par là. » D'accord. Dernière catégorie de danger, parce qu'on s'achemine vers la fin. Ça, c'est dans l'air du temps, c'est dépression, suicide. Oui, mais ça c'est des conséquences de beaucoup de choses. Ce n'est que la finalité d'un certain nombre d'un processus. Et ce processus-là... C'est tout de même réel. Oui, c'est réel, mais je veux dire, on a dit beaucoup de... C'est la conséquence de quoi? Il y a beaucoup de choses. Là où il n'y a pas de communication, parce que quand toutes ces idées-là passent dans la tête d'un enfant, et qu'il a une oreille attentive, il peut au moins expliquer ce qu'il traverse et ce qu'il pense faire de sa vie. Et cette bonne personne-là pourra, n'est-ce pas, lui dire non, on ne fait pas ça. C'est parce qu'il n'y a pas d'oreille attentive, quand on ne sait pas à qui se confier, ou bien quand la personne en face n'est pas une personne à qui on doit faire confiance, mais on fait ce qui nous passe par la tête et on se donne la mort. D'accord. Annick, parce qu'avant d'arriver à la dépression, l'enfant qui est dans cet état-là, c'est-à-dire qui est sous... Il n'a pas une bonne estime de lui-même. Il en souffre, en réalité. Oui. Donc, il cherche comment sortir de là, au fait. C'est pour ça que, comme il le dit, les éducateurs, les parents, toutes les personnes qui peuvent aider l'enfant, quand tu vois un enfant qui est dans la dépression, quel que soit le mal ou bien la douleur que tu as ressentie en tant que parent, à arriver un moment... Il faut te remettre en cause. Qu'est-ce que je n'ai pas pu bien faire? Qu'est-ce qui a manqué? D'accord? Donc, si on se remet en cause, il faut maintenant passer à l'écoute. Parce qu'on a eu des enfants, même que ce n'est pas forcément à l'école, mais à l'église, qui vont voir un adulte qui a un comportement à qui il veut ressembler. Ils vont essayer de venir vers l'adulte pour dire « Ah, moi, je veux te parler. » Il y a des enfants qui, au finish, ils sont fatigués parce qu'ils sont... oppressés de dehors, donc, pour trouver l'argent pour payer de drogue là. Comment faire avoir toujours des sexualités non contrôlées? Il est fatigué aussi. Donc, il y a une douleur qui est installée et il veut sortir de cette douleur-là. C'est quand il n'arrive pas à trouver un mécanisme pour résoudre ce problème-là que survient maintenant la dépression. Donc, si dans l'observation, on regarde et lui-même, il a la volonté aussi, parce que si l'enfant n'a pas la volonté aussi, c'est difficile. Il faut déjà que les parents acceptent. Observe déjà qu'on lui dise que ah, mais ça ne va pas. Oui, viens parler avec lui, qu'il soit important. C'est-à-dire, comme on dit, l'enfant prodigue. D'accord? Il veut se voir un enfant prodigue pour qui les parents ont beaucoup plus d'attention. Et au finish, il va dire, voici ce qui a causé le problème. Parce que si on ne va pas à la racine, on va traiter le problème à la surface. Et ça va pas régler. Sinon, ils en souffrent, c'est beaucoup de douleur. D'accord, on est d'accord dessus. Quand l'enfant sort de là, il devient un modèle et il attire beaucoup de ses amis vers des bonnes pratiques. Et ça, c'est intéressant de savoir ça. Donc, on est bien d'accord, monsieur... Merci, Danick. On est bien d'accord, monsieur Da, qu'il faut quand même que les parents soient conscients que la dépression ou la mauvaise estime de soi-même, c'est des dangers qui touchent les adolescents, parce que ce n'est pas évident. Oui, il faut qu'ils en soient conscients parce que c'est des choses qui viennent du plus profond de ces enfants-là. Et c'est l'expression d'une forme d'insatisfaction chez l'enfant.
Ça veut dire que l'enfant a un certain nombre de besoins qui n'ont pas été pris en compte, qui n'ont pas été satisfaits. Ça, c'est pas au niveau physique. Ça peut être même au niveau physique, ça peut être au niveau psychologique. Donc, je pense que ce que les parents doivent faire, comme elle l'a dit, c'est de mettre en place un mécanisme de suivi et d'encadrement. Et s'ils n'ont pas toutes les clés, parce qu'on peut ne pas avoir toutes les clés, qu'ils fassent de l'accompagnement vers l'extérieur, vers des personnes qui peuvent aider et les parents et ces enfants-là à sortir de cet état de dépression. D'accord. Monsieur Yapi? Alors, je vais juste apporter un additif à tout à l'heure mon propos. Je disais qu'il fallait un équilibre. Vous savez, aujourd'hui, malgré la bonne volonté de certains parents, compte tenu de la conjoncture financière et la pression sociale, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Pour leurs enfants, bien sûr. Donc, c'est en ce moment-là qu'il faut, et là, c'est un plaidoyer au ministère de la femme, la famille et l'enfant. De la famille et l'enfant. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui apporter une solution pour résoudre ce problème. Vous avez la solution? Oui. Enfin, vous avez une proposition? Une proposition. D'accord. Je dirais même une contribution. D'accord. Parce que ce qui se fait déjà est important. Mais comme les parents n'ont pas assez de temps pour leurs enfants, pour donner l'élément essentiel ou certaines choses, la perte de l'estime de soi, lorsque l'enfant tombe dans cette bassesse-là, il s'ensuit la dépression et puis après le suicide. Et donc, il faut créer un cadre, ce que j'appelle un centre éducatif et de prévention. Je suis expert en prévention et nous devons nous démultiplier. Comme vous avez dit tout à l'heure, Madame Berry, nous voulons multiplier les excellents adolescents. Et pour cela, il faut multiplier les formateurs des excellents adolescents. C'est des formations qu'il faut faire ou c'est la formation des parents? Oui. C'est quoi? C'est pas très... Une fois par mois, on peut rencontrer les parents. D'accord. Parce que souvent, lorsqu'on on convoque les parents à l'école, ils n'ont pas le temps. Donc, ce serait de faire de la formation des parents? Bon, on ne dira pas formation, mais un renforcement de capacité. Pour les parents, une fois par mois ou une fois par trimestre. Mais le plus important, ce sont les formateurs. C'est-à-dire tous ceux qui sont en contact avec les adolescents. Il faut les équiper, leur donner juste l'instruction nécessaire, les stratégies juste pour détecter que l'enfant est en train de partir quelque part, qu'il ne devrait pas. Et pour le ramener. D'accord. C'est plus simple. Et lorsque ces centres-là vont se démultiplier dans notre pays, je vous assure que nous allons changer l'atmosphère éducative. On aura des meilleurs résultats à l'école, les enfants vont plus se concentrer, ils auront plus de repères. Et vous voyez la multiplication des excellents adolescents. Je veux dire, les enfants vont aspirer à l'excellence. Moi, je veux revenir sur un point quand même. Oui. La mauvaise estime de soi, la rébellion. Expliquez-nous ça un peu, parce que il faut déjà qu'on sache que les adolescents peuvent être touchés par ce genre de choses-là. Parce que nous, c'est un enfant, il ne peut pas décider, il ne peut pas mauvaise estime de soi. Comment il peut penser à dire je suis nul, alors qu'il y a des parents qui sont toujours en train de dire tu es nul, tu es mauvais, tu es machin. Donc ça, c'est quand même un danger qui est réel aussi. Tout à fait. Par exemple, aujourd'hui, à l'époque, à notre époque, on voulait chaque fois aller à Yamoussoukro, on aspirait à Yamoussoukro, il faut avoir une très bonne note et puis on t'oriente à Yamoussoukro. Mais aujourd'hui, les enfants de Yamoussoukro, ils veulent venir parce que si, par exemple, l'enfant aspire à de bons résultats, il veut travailler. Pendant ce temps, il y a un de ses amis qu'il rencontre qui lui dit que bon, j'ai pris un raccourci, j'ai eu de l'argent. Et si la finalité de l'enfant, c'est le gain d'argent facile, du coup, il s'ensuit quoi? Je veux dire, le décrochage scolaire est en train de se faire là. Il y a une démotivation. Et voici comment plusieurs enfants, malheureusement, ne vont plus à l'école, ou ils décrochent avant même de décrocher. Ils ne vont plus à l'école, ils n'ont plus envie d'aller à l'école, ils portent la tenue, mais ils ne sont plus à l'école. Donc, vous voyez, donc quand ce genre de choses-là se passent, il sera difficile pour le parent qui n'est pas encore venu à l'école de savoir que l'enfant a déjà une perte d'estime de soi. Voilà. C'est pourquoi il faut créer ce cadre dont je parle. D'accord. Merci donc à tous pour vos contributions. Je pense que ce qu'on va retenir, c'est qu'il faut former les parents. Ils ont besoin de renforcement de capacité. Il faut une parce que les dangers sont réels et ils s'imbriquent tous finalement. Drogue, mauvaise fréquentation, alcool et tout ça. En tout cas, merci à vous tous pour vos contributions. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Bonsoir.